Bonjour, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour vous donner du courage, vous expliquer quels sont les piliers qu'on peut trouver après l'agression perverse. Alors, j'étais partie, c'est ce pourquoi je fais cette petite encart avant la vidéo. J'étais partie sur une question sur comment s'organiser au niveau de la justice lorsqu'on se sépare d'un ou d'une pervers narcissique. Comment faire en sorte que les choses ne s'inversent pas, comment protéger nos enfants, etc. Finalement, il fallait de toute façon, pour expliquer ça, je ne pouvais pas seulement donner des techniques, des choses très concrètes, il fallait aussi que je parle du comment on se sent et quelle posture en fait on doit trouver, on doit adopter, et pour cela, où trouver la solidité et la force dont on a besoin pour se défendre. Alors je dis le mot défendre, je n'aime pas dire se défendre parce que mais comme c'est une agression, on est bien obligé de se défendre. Pour se défendre au départ et ensuite construire des piliers, une solidité, une stabilité qui va être essentielle pour justement pour votre défense, notamment en justice. Alors je vais donner des petits conseils pratiques et puis aussi expliquer justement où est-ce qu'on va trouver cette force pour être ce pilier pour la famille ou pour soi-même dans sa vie et pour devenir en fait le pilote dans l'avion, quoi. Parce que le pilote dans l'avion, dans votre vie, hein, ce voyage qui est votre vie, ben c'est vous. Il faut pas l'oublier, c'est vous, personne d'autre. Voilà. Il faut vraiment que vous en preniez conscience, que vous en preniez même plaisir à être ce pilote. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui décidez. Vous mettez un coup de frein, hop, tout s'arrête, vous freinez. Un coup d'accélérateur, voilà. Vous décidez d'aller dans des endroits retranchés, de faire des choses risquées. Vous décidez, vous maîtrisez. Voilà. J'espère vous avoir transmis toute l'énergie dont on peut avoir besoin à travers ces mots. Et puis, je vous dis bonne écoute. À très bientôt. Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui a été posée et qui peut intéresser beaucoup de monde aussi. C'est comment est-ce que on peut essayer de se défendre au niveau de la justice lorsque justement on a été victime de perversion narcissique, d'agression perverse, narcissique et de manipulation dans son couple. Et donc que l'on se sépare et donc que l'on enclenche la machine dans la justice, quoi, en fait. Et puis tout ce qui s'ensuit, donc j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur la séparation. C'est-à-dire qu'après, quand on entre en justice, généralement, le ou la perverse narcissique est vraiment procédurier, elle va essayer d'inverser la situation et faire en sorte que ce soit vous qui apparaissiez comme ayant beaucoup de tort et donc faire en sorte que vous ne puissiez pas jouir de vos droits parentaux, par exemple, donc en vous frustrant, en essayant de vous priver, en essayant toujours de détruire cette belle joie de vivre que vous aviez et que le ou la perverse vous envie tant, et toutes ces qualités en fait. Quitte évidemment à mettre les enfants à terre, ça c'est vraiment pas du tout son souci, hein, le ou la perverse narcissique, qui est donc un père ou une mère, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, ne s'intéresse pas aux enfants. Donc c'est vrai qu'on pense que universellement, un père, ça doit se comporter en bon père de famille, une mère, ça doit se comporter en bonne mère, et ça doit être une bonne mère dans son cœur, une mère ne ferait jamais ça, etc. Ça c'est vraiment des idées, des croyances. C'est plutôt la quête de la mère originelle, comment devrait être une mère originelle, comment devrait être un père originel. Mais dans la réalité, ça n'est pas comme ça que ça se passe, surtout quand les personnes sont perverses. Alors, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu parmi toutes les étapes et essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Alors, comment s'organiser lorsque justement on se sépare d'un ou d'une perverse narcissique, qui est donc le père ou la mère de nos enfants, les enfants qu'on a en commun avec cette personne.
comment faire pour ne pas apparaître aux yeux de la justice, aux yeux de l'entourage, des amis, de la famille, des enfants aussi, en tout cas dans l'environnement, aux yeux de tout le monde en fait, qu'il n'y ait pas cette inversion qui soit faite par le pervers narcissique, du fait que justement on est tellement épouvanté qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on nous mette tout sur le dos, ou qu'on est complètement hébété, découvrant à peine ce qu'est la perversion, ou alors qu'on ne le connaisse pas jusque-là. Évidemment, tout cela fait que le ou la perverse narcissique, le ou la manipulatrice ou le manipulateur, va utiliser cette sidération, le fait qu'on n'arrive pas à y croire, j'y crois pas quoi, j'y crois pas, c'est pas possible, et que à chaque fois elle essaie de nous récupérer. Donc ce sont ces choses qui vont faire que elle va réussir à inverser les choses dans la tête des personnes qui font votre environnement, et donc dans la tête des personnes qui seront qui seront légitimes pour juger ces affaires. Et donc après, il y a des enjeux importants, c'est-à-dire qui aura la garde des enfants, et puis aussi tout le lavage de cerveau qui sera fait sur les enfants. Donc c'est un enjeu vraiment important. Donc la première des choses, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe en vous intéressant au sujet, en regardant des vidéos, en lisant des articles, en achetant des livres ou en trouvant à la bibliothèque qui parlent de ça, c'est-à-dire renseignez-vous le plus possible, mais attention, pas jusqu'à l'overdose. Parce que il faut vous renseigner, c'est-à-dire avoir les infos, prendre ces infos pour vous en servir, c'est-à-dire pour comprendre ce qu'il se passe et ensuite savoir comment agir et puis aller mieux. Mais il ne faut pas non plus tomber dans cet intellectualisme qu'on voit parfois, ou alors tomber sur des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui n'y connaissent pas grand-chose parce que ils ont juste leur expérience, mais elle n'est éclairée par rien, par aucune théorie ou par aucun dépassement. Si vous voulez, elle n'est pas aller au-delà de sa propre expérience. Tout ce qu'elle va vous expliquer en généralisant, en disant le ou la pervers agit comme ça, c'est tout ce qu'elle aurait eu comme expérience dans son propre cas, cette personne. Donc il faut bien choisir les coachs ou les personnes que vous écoutez sur YouTube. Plutôt essayer de trouver des personnes qui ne font pas que répéter comme des perroquets toutes les théories psy qui sont dites là-dessus, ou tout ce qui est dit là-dessus, parce qu'il n'y a pas forcément de théorie psychologique là-dessus, mais enfin bref, tout ce qui est dit, ou alors simplement des personnes qui racontent leur expérience, mais sans donner des clés, ou alors en donnant des mauvaises clés, des clés qui peuvent vous retomber dessus, c'est-à-dire en vous donnant des techniques, par exemple de contre-manipulation, en disant ça a marché pour moi. Ils appellent ça de la contre-manipulation, mais vous voyez que derrière, il y a ce désir de vengeance, ce désir d'aller contrer l'autre, mais contrer jusqu'à la vengeance, de lui faire payer tout ce qu'il nous a fait. Et voilà, ça, c'est pas du tout la chose à faire, parce que vous, généralement, quand vous êtes victime, il y a une grande chance, surtout quand vous êtes victime dans la vie privée, c'est-à-dire lorsque cette personne a été votre père, votre mère ou votre conjoint, vous avez été impacté au plus profond de vous-même, dans votre identité propre, dans votre amour de vous-même. Alors que quand vous êtes impacté dans la vie professionnelle, tout en ayant eu une vie paisible, amoureuse, épanouissante, tout en ayant eu une enfance heureuse qui vous a permis de vous épanouir et de vous, de vous faire mûrir, etc. Pas du tout la même chose. Parce que là, ce sera juste, par exemple, si ça se passe dans votre vie professionnelle, ça sera juste votre estime de vous-même ou votre confiance en vous au niveau professionnel. Mais ça ne va pas impacter l'amour de soi. Alors que dans les relations intimes, c'est ce que ça impacte. Donc ces personnes-là n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir, et pas assez de recul, et elles risquent de vous mener dans la voie du cynisme ou dans la voie de la colère, de la revendication. Mais revendiquer quoi? On ne sait pas.
aller chercher une loi supplémentaire. Les lois ne servent à rien s'il n'y a pas la mentalité qui va avec. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez. Bon, maintenant, par exemple, il y a la loi sur la discrimination, les lois contre les violences conjugales, etc., contre le harcèlement. Mais s'il n'y a pas, si déjà les personnes qui appliquent ces lois, donc déjà au niveau de la justice, ne sont pas en pâte, qu'elles sont perverses ou qu'elles sont téléguidées, on va dire, par des mouvements, un certain esprit dans la société ou des personnes au-dessus d'elles à qui elles donneraient allégeance, voyez, eh bien, et que cet esprit est pervers, elles ne pourront pas, malgré toutes les lois qui existent, elles vont, ce sont elles qui décident, voyez, elles font la pluie et le beau temps, donc elles vont pas pouvoir, la loi ne suffira pas, elles ne vont pas pouvoir juger comme il faut. Donc là, je suis en train de dire qu'une grosse partie de la justice ne fait pas son travail, n'est pas juste, tout simplement parce qu'elle pense qu'au-dessus d'elle, il y a des idées supérieures, parce qu'elles appartiennent à des ordres, à des des ordres qui effectivement leur font prendre des décisions qui leur semblent au-dessus des lois. Donc vous voyez qu'une loi ne suffit pas pour cette première raison. Et la deuxième raison, c'est que vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez et vous pouvez avoir par exemple une justice juste, eh bien ça ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas la mentalité qui va avec. Donc là c'est Mary Douglas. Mary Douglas est une anthropologue qui est décédée il y a peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, et qui a écrit qui a écrit par exemple un livre dont la traduction est Comment pensent les institutions. Voilà, c'est ça. Puisqu'elle était britannique, mais elle a aussi enseigné en France. Et donc, elle explique justement qu'il faut, pour que les mentalités, que les représentations changent, il faut que les choses changent au niveau des lois. Donc, je vous le dis de manière très simple, au niveau des lois, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que les mentalités changent. Quand on sait que pour changer une représentation, il faut à peu près une génération, à peu près 25 ans. Donc ça vous montre un petit peu la difficulté de faire changer les mentalités et les représentations. Donc si dans les têtes des personnes, il y a toujours, donc que ce soit les personnes qui jugent ou les personnes autour de vous, dans votre entourage, dans l'entourage, dans notre entourage, dans le monde, qui pensent qu'effectivement la perversion n'existe pas ou que les victimes l'ont peut-être un peu provoqué, un peu voulu, et que finalement les victimes, ça n'existe pas, les crimes n'existent pas, il n'y a que des personnes qui font exprès pour se faire plaindre, etc. On n'arrivera pas à se faire entendre. Donc pour ceux qui croient qu'il faut effectivement de nouvelles lois, moi je dis oui, mais ça n'est pas suffisant. La loi n'est pas suffisante. Il faut surtout faire bouger les esprits. C'est par ces vidéos, par des émissions radio, par des livres, c'est-à-dire le fait que des personnes s'expriment, des personnes qui auront compris tout cela, s'expriment et qu'elles fassent s'ouvrir les esprits, s'éclairer les esprits, que les choses vont pouvoir avancer peu à peu. Nous allons pouvoir le faire chacun individuellement. Voilà. Donc revenons à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que la situation ne se retourne pas. Alors je le dis à la voix passive, c'est pas du tout bon, c'est pas la situation qui se retourne comme ça par magie, c'est évidemment le ou la perverse qui va faire en sorte de vouloir faire se retourner la situation et que ce soit elle ou lui qui finalement soit vu comme une victime de par votre entourage. Donc, renseignez-vous, apprenez, comprenez ce qui se passe, faites votre deuil, acceptez d'avoir été victime et faites votre deuil. Voilà, ce sont les 3 étapes. Comprendre comment ça fonctionne, accepter qu'on a été victime, accepter ce qui s'est passé, mais comme je vous le dis, on a été victime un temps, on ne va pas être victime toute sa vie. Quand bien même vous auriez connu que des pervers dans votre vie, des parents,
un conjoint, des enfants, vous pouvez toujours comprendre, accepter d'avoir été victime et puis ensuite faire votre deuil de cette relation fictive, non pas fictive, oui, c'était une relation fictive, puisque les liens n'étaient pas vrais, en tout cas, ils étaient vrais uniquement de votre côté. C'était pas une relation, puisque c'est plutôt une réification, ce qui se passe avec un pervers, puisqu'il nous prend pour un objet, un outil. Mais bref, je ferme cette petite parenthèse, sinon je vais ne faire que dévier. Donc il faut absolument que vous fassiez tout ça au plus vite, pour vous et pour vos enfants, pour que vous puissiez être solide. N'oubliez pas que vous êtes un parent, vous êtes un pilier solide pour vos enfants. Donc même si effectivement vous avez dérapé, vous n'avez pas compris, vous avez été à terre un moment. Mais tout ça, ça ne va pas durer. Remettez-vous debout. Vous avez été à genoux, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Remettez-vous. Ça, c'est primordial. C'est vraiment la base sur laquelle vous allez construire le reste. Parce que si je vous donne des techniques, ou d'autres vous donnent des techniques, si vous n'avez pas la base, ce sera comme un pansement sur une fracture. Si vous n'avez pas réussi à comprendre que vous êtes solide, qu'il faut aller rechercher toute cette solidité au fond de vous. Vous l'aviez, puisque c'est pour ça que vous avez été écrasé par le pervers narcissique. Parce que vous aviez déjà cette solidité que lui n'avait pas, et cette stabilité, mais qu'en plus vous aviez l'empathie. Ce qui énerve beaucoup les pervers narcissiques et ceux dont ils veulent s'approprier, ils veulent s'approprier tout ça. Donc vous avez tout en vous. La seule chose à faire pour trouver cette force, parce que parfois on me dit mais où je vais trouver la force après avoir été détruit. Vous pouvez croire que vous avez été détruit. Vous avez été détruit dans certains de vos fondements, c'est vrai. Surtout si ça a duré longtemps. Mais vous pouvez tout reconstruire. Vous pouvez toujours tout reconstruire. Je pense par exemple, bon c'est un exemple parmi d'autres, mais à Hannah Arendt, qui avait écrit sa thèse pratiquement terminée avant la guerre, avant que n'éclate le totalitarisme, avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a tout réécrit de mémoire. Tous ses écrits ont été détruits, bien sûr. Elle a tout réécrit de mémoire. Vous voyez, cette personne, en fait, elle avait tout en elle. Et vous aussi, elle s'en est rappelée qu'elle avait tout en elle. Et elle a tout réécrit de mémoire, peut-être d'une manière différente d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Eh bien vous n'allez pas vous reconstruire. Vous allez vous construire et vous allez construire quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que reconstruire, ça serait vouloir reconstruire à l'identique. Ce sera jamais comme avant, mais tant mieux. Parce que ce sera beaucoup mieux qu'avant. Parce que tout ce que vous aurez vécu, vous pourrez en tirer les leçons, bien sûr, si vous ne tombez pas dans les voies du cynisme, de la colère qui n'en finit jamais, ou de vouloir vous venger, ce qui serait ne pas être aussi, utiliser la même chose que, c'est-à-dire devenir perverti, quoi, se pervertir, ou utiliser des techniques perverses. Vous pouvez avoir des petites vengeances. La vengeance, ça peut être justement une vengeance contre, pas une vengeance, mais ça serait pas une vraie vengeance. Ça serait simplement de vous tenir debout. Rien que ça, c'est déjà une humiliation pour le ou la perverse narcissique qui voit que vous vous remettez debout, que vous en êtes remise. Voyez, ça c'est déjà, même sans vouloir vous venger, de toute façon, pour lui, pour elle, c'est toujours un affront, toujours. Le fait que vous soyez là, vivant, devant elle, devant lui, debout, que vous n'ayez plus peur, c'est un affront énorme. Donc ça, c'est la première chose, mais c'est le plus important. Comme on dit, par exemple, si vous voulez acheter un commerce, on vous dit qu'est-ce qui est le plus important pour avoir un commerce. Il y a 3 choses qui sont les plus importantes. Donc si je peux me permettre ce petit trait, en même temps ce trait d'humour, c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, et 3, l'emplacement. Donc voilà, vous voyez, en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que le plus important, c'est ça, c'est vous remonter, vous remettre debout. Qu'importe le temps que ça prendra.
Et pendant toutes ces phases intermédiaires, vous n'allez pas être complètement debout, mais vous allez vous relever, vous redresser, etc. Eh bien, tout ça, c'est ce dont pourront bénéficier vos enfants. Quand vous êtes au plus bas, essayez de les confier à une autre personne, à d'autres personnes, ou essayez de, vous serez un petit peu comme un robot au tout début, hein, c'est sûr. Vous allez faire les choses, surtout si vos enfants sont petits, vous allez faire les choses comme un robot. Mais peu importe, peu à peu, vous allez y arriver. Il faut absolument déjà que vous vous en persuadiez et que vous n'écoutiez pas les gens qui vous tirent vers le bas. Vous écoutiez cette petite voix au fond de vous, petite voix, qui vous dit non, tu vas y arriver. Tu as réussi à tomber dans ce piège, tu vas réussir à t'en sortir. Voyez ? Voilà. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Il faut croire en vous, avoir confiance, confiance en la vie et confiance en vous. Quand vous n'avez pas confiance en vous, ayez d'abord confiance en la vie. La chose la plus importante, c'est de retrouver l'amour de vous-même, de construire votre mère intérieure. Vous pouvez aller voir les émissions qui sont sur le sujet, que j'ai faites sur le sujet. Et puis après, de retrouver cette estime de vous en écoutant et en vous entourant de personnes qui vous tirent vers le haut. Si vous avez autour de vous des gens toxiques, eh bien, ne restez pas à côté d'eux. Écoutez les personnes qui sont bienveillantes à votre égard. Donc, première chose, c'est ça. Construisez-vous, construisez-vous, construisez-vous. Soyez un pilier solide et vous allez le devenir. Ensuite, le reste, ce sont des techniques, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est cueillir un cahier journal. Un cahier journal ou un cahier. Donc, c'est mieux d'écrire à la main. Si vous ne le pouvez pas, eh bien, écrivez, écrire à la main. Si vous ne pouvez pas, écrivez sur un ordinateur, mais à la main, vous n'écrivez pas de la même manière d'un jour sur l'autre. Donc, ce sera plus, ça pourra plus constituer une preuve écrite que tel jour. Par exemple, au mois de mai, vous avez écrit telle chose, c'est le 13 mai. Et puis, le 12 juin, vous avez écrit telle autre chose. D'accord. Et puis le 1er juillet, puis le 3 juillet, vous écrivez telle autre chose. On le voit, c'est écrit que ce cahier journal a beaucoup vécu. Tandis que si vous l'écrivez sur un ordinateur, vous pouvez très bien revenir, changer la date. Vous voyez, ça peut être changé. Donc, privilégiez les écrits à l'ancienne. Les écrits, l'écriture, sur du papier, sur un cahier qui vous suit, plutôt que sur des feuilles volantes. Voilà, ou sur un carnet. Écrivez tout ce qui se passe. Alors, écrire quoi? Écrire d'abord les faits. Les faits, les faits, les faits. Quelle est la différence entre un fait et une interprétation? Un fait, c'est une chose objective qui pourra être retenue par un avocat, une avocate. Par exemple, votre conjoint, alors ne dites pas le pervers a fait ça, parce que ça, c'est une interprétation. Vous interprétez le fait que c'est un pervers. Vous n'avez pas les compétences, on peut vous rétorquer, vous n'avez pas les compétences pour diagnostiquer. Et puis, c'est une interprétation, ça peut être même, une discrimination. Enfin bon, vous pouvez, on peut vous rétorquer que vous n'êtes pas objectif ou objective. Donc, écrivez les faits. Un tel, vous écrivez son prénom, à tel jour, à telle heure, il a fait ça. Et comment je me sens? Comment vous vous sentez? C'est important de donner votre ressenti. Mais faites attention aux interprétations, c'est-à-dire ne dites pas « Ah, ce gros pervers, cette grosse perverse, c'est parce qu'il est pervers qu'il a écouté tous mes mails ou il a lu tous mes mails. » Voilà, je l'ai vu, etc. Les faits, ça sera « Je l'ai vu tel jour à telle heure, j'ai allumé la lumière, il était en train de lire mes mails. » Voilà. Ça, c'est un fait. Donc, des faits et votre ressenti. Qu'est-ce que ça vous a fait qu'il ait lu vos mails ou qu'elle ait lu vos mails? Comment vous vous êtes senti? Ça peut être aussi des symptômes, c'est-à-dire des choses qui pourront être retenues comme des symptômes médicaux, comme étant des conséquences de ce qu'on vous a fait vivre. Par exemple, si
il ou elle vient de lire vos mails, que vous n'arrivez plus à dormir de la nuit, ou que suite à ça, la personne se met à vous battre, ou des choses comme ça. Donc, ce sont des faits, il faut l'écrire. Et ensuite, comment vous vous ressentez? Est-ce que vous avez des insomnies depuis tel jour? Est-ce que les insomnies commencent? Comment elles sont ces insomnies? À partir de quelle heure, etc. Et si vous écrivez les faits, et puis ce que vous avez après, les conséquences, ça pourra être considéré comme ces conséquences pourront être liées directement à ce qui s'est passé. Sinon, n'importe quel avocat ou avocate pourra démonter vos propos en disant, si vous ne les avez pas écrits par exemple, en disant oui mais il ou elle ne dort pas, mais c'est normal, il ou elle fait une dépression, il a toujours été dépressif, même avant de connaître ce ou cette personne. Donc en fait, il dira que justement tout ça n'est pas la conséquence de ce qu'il vous a fait vivre, subir, de cette agression que vous avez subie. Alors attention, quand vous dites agression, c'est une interprétation. Ne parlez pas d'agression, parlez de fait. Il a fait ou elle a fait telle et telle chose. Ne parlez pas d'agression, ne parlez pas de pervers, ne parlez pas non plus de tout ce qui est dans la loi défini par des critères bien clairs, comme la discrimination, comme ne dites pas c'est la discrimination, c'est du harcèlement. Non, dites j'ai eu 30 appels sur mon portable. Il avait essayé de m'appeler à chaque minute ou toutes les 5 minutes, ou elle a essayé de m'appeler entre telle heure et telle heure, tel jour. Ça, ce sont des faits. Donc c'est très important. C'est ce qui fait toute la différence d'avoir un cahier journal. Si vous ne l'avez pas écrit jusque-là, eh bien, relatez les faits en essayant de vous en rappeler. En essayant, par exemple, si vous avez un agenda, de vous rappeler à quel moment telle chose s'est passée, par des événements marquants. Par exemple, c'était avant Noël, c'était après Noël. Repartez des événements comme ils vous viennent. Sur des feuilles volantes au départ, ça c'est un travail de titan, mais c'est comme ça que vous allez y arriver. Parce qu'il faut que vous puissiez vous-même reconstituer toute l'histoire. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas tout écrit jusque-là, commencez par les faits les plus récents. Et puis essayez de remonter. Après, vous pouvez dire aussi, tel jour j'ai rêvé, et je me suis, parce qu'il y a des choses qui peuvent tourner en boucle, vous pouvez rêver de mêmes choses qui vous sont arrivées, si par exemple, cette personne a essayé de vous étouffer avec un oreiller. Et vous pouvez avoir ça dans vos rêves régulièrement. Donc écrivez, voilà, tel jour, aujourd'hui par exemple, on est le, je sais pas moi, 17 août, 18 août, eh bien, voilà, régulièrement, je revois effectivement cela, je me réveille en sueur. Voilà. Et puis après, réfléchissez-y et puis essayez de vous remémorer certaines scènes marquantes en écrivant des faits, des faits, des faits. S'il le faut, faites-le relire par quelqu'un en demandant est-ce que là j'ai bien écrit les faits. Ne cherchez pas la sensation. Vous n'êtes pas un journaliste qui sert à écrire quelque chose pour faire sensation. Voilà. Décrivez les faits. C'est très difficile à faire. Je vous préviens tout de suite, c'est très difficile parce qu'on se remémore les choses et donc on est de nouveau, c'est comme si on revivait la scène, la situation. Mais vous êtes obligé de passer par là. De toute façon, vous allez vivre quelques mois comme ça. Il y aura des moments comme ça. Donc prenez aussi des moments pour vous distraire, pour voir d'autres personnes, pour changer d'environnement, changer d'air, pour faire des choses différentes. Et puis créez-vous, plus important pour s'en sortir aussi, c'est créez-vous une discipline, des rituels. Alors quand on a des enfants, c'est plus facile. Quand on a les enfants, c'est à la fois facile et difficile. C'est difficile parce qu'il faut s'en occuper et c'est facile parce que ils ont des rituels. C'est-à-dire qu'à tel moment, on sait qu'on doit les coucher. À tel moment, on sait qu'on doit aller faire les courses pour leur faire à manger. Voilà. Donc finalement, on arrive à créer des rituels. Et bien, créez-vous ces rituels, même si vous n'avez pas les enfants, pour vous-même. Ou bien créez-vous des rituels pour quand vous avez vos enfants, des rituels quand vous n'avez pas vos enfants. Voilà. L'important, c'est d'avoir une discipline pour avoir des choses sur lesquelles vous des repères. Voilà, vous fabriquez ainsi des repères.
Donc fabriquez-vous des repères en vous disant, bon ben voilà, j'écris de temps en temps un petit peu ce qui se passe, par exemple, même si vous êtes en pleine séparation et que cette personne fait telle chose aux enfants ou que les enfants reviennent en ayant dit telle chose, mais sans interpréter. C'est-à-dire sans vous dire, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, les enfants ont dit ça, point barre. Voilà, d'accord? Donc créez-vous des repères parce que justement le fait de se remémorer ces choses, ça fait du mal, effectivement, ça fait du mal. Alors ensuite, après ce fameux cahier journal ou le fait de relater ces choses, entourez-vous d'avocats qui sont fiables et de personnes qui sont fiables autour de vous. Donc les personnes qui sont censées vous aider, prenez-les dans les plus fiables. Vos avocats, ne prenez pas le premier comme ça en pensant que forcément il va être OK avec vous. Il faut vraiment que vous sentiez, pareil pour un thérapeute, il faut que vous sentiez de la confiance, quitte à en faire 2, 3 pour trouver le bon ou la bonne. Et puis voilà, entourez-vous des bonnes personnes qui seront solides. Quand vous voyez que vous n'avez plus confiance, que ça ne marche pas, demandez à quelqu'un de venir avec vous pour voir si effectivement votre ressenti est bon, c'est-à-dire si effectivement, oui, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, moi je dirais, fiez-vous à votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne continuez pas comme ça. Faites-vous confiance. Votre ressenti, il est bon. Il faut absolument apprendre à écouter vos intuitions. Et dans ce cas-là, vous changez de personne, vous changez d'avocat. Alors évidemment, on peut vous reprocher de vous disperser. C'est pas que vous vous dispersez, c'est une différence entre se disperser, c'est-à-dire ouvrir plein de petits feux à la fois, essayer d'avoir beaucoup de relations à la fois, beaucoup de personnes et ne pas jamais les finir, etc. Et puis, faire confiance à une personne, se rendre compte que finalement, elle ne fait pas le poids, elle n'est pas fiable, et puis finalement, en changer. C'est différent. Ensuite, faites une liste de vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans votre vie pour être équilibré? Puisque je vous l'ai dit, il faut être un pilier pour vos enfants. Donc je dis peut-être les choses dans le désordre, je vous prie de m'excuser. De quoi avez-vous besoin? Donc par exemple, vous pouvez avoir besoin d'affection, vous pouvez avoir besoin d'écoute, vous pouvez avoir besoin de vous défouler, vous pouvez avoir besoin de vous exprimer. Voilà, de quoi avez-vous besoin? Et ensuite, essayez de trouver, donc vous faites une liste sur un papier par exemple, et puis ensuite, vous faites des petites propositions sur des choses qui peuvent vous permettre de combler ces besoins. Vous avez des besoins d'affection. Bon, vous pouvez donc le trouver chez les amis, trouver cette affection chez les amis, trouver cette affection chez vos parents peut-être, en discutant sur des forums, avec d'autres personnes, en allant à des groupes de parole. Vous pouvez aussi trouver des relations pansement, soit des relations amoureuses, affectives, amoureuses entre guillemets, qui sont des relations pansement, mais qui vont vous donner l'affection dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir besoin d'être touché, par exemple. Quand on sort d'une relation, de toute façon, il y a quand même ce manque affectif et ce manque physique. Vous voyez, d'être touché par quelqu'un, ou même d'avoir une présence à côté de soi, pour dormir à côté de soi. Vous pouvez avoir besoin de choses comme ça, toutes simples. Donc comment est-ce que vous pourriez les combler? Mettez des propositions, vous faites votre propre brainstorming, d'accord? Donc vous essayez de trouver, comment vous pourriez faire. Puis après, vous essayez de trouver les choses qui vous vont le mieux, tout simplement. Donc de quoi vous avez besoin et comment le combler? Le combler d'une manière saine, sans faire du mal à d'autres. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un besoin affectif et puis vous vous dites, je vais le combler en mangeant à tort et à travers, en allant tous les jours au restaurant, ou des choses comme ça, vous voyez, parce que ça manque, etc. Ça, c'est une manière, mais bon, faut pas s'en vouloir, mais par contre, c'est une manière qui n'est pas forcément très saine, parce que du coup, vous allez vous mettre à grossir, et donc vous séduirez moins de personnes, ou alors vous allez vous mettre à avoir une image de vous déplorable. Donc vous voyez, c'est une manière de combler, mais qui n'est pas saine. Donc essayez de trouver des manières de regarder devant vous en vous disant, bon, jusque-là, voilà ce que je faisais. Maintenant, je vais décider par moi-même d'essayer de faire les choses.
Donc vous pouvez avoir aussi, en plus de ce journal qui serait destiné plutôt à la justice, faites-vous un journal personnel, un journal psycho par exemple, un journal de progrès, un journal perso, sur votre téléphone par exemple, puisqu'il est juste pour vous, sur votre téléphone avec la commande vocale avec bon, je ne sais plus, l'enregistreur que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Enregistrez-vous, voilà, aujourd'hui, par exemple, 18 août 2019, journal personnel. Voilà, aujourd'hui, ça et ça, ou telle chose m'énerve et tout ça. Et vous pouvez vous défouler par la parole, si vous avez envie, quitte à ne pas enregistrer d'ailleurs, si c'était trop le défouloir. Mais ça peut être bien parce que parfois, on essaie de se défouler en essayant de parler à un ami. Mais ces amis, vous voyez, ils ne peuvent pas toujours être votre défouloir émotionnel. Ils ne peuvent pas être ce que j'appelle les poubelles émotionnelles. Ce sont quand même vos amis. Donc dans une amie, il y a une relation de réciprocité. C'est-à-dire que vous donnez, ils vous donnent, vous écoutez, ils vous écoutent. Donc vous pouvez avoir besoin à certains moments de vous défouler, d'être plus écouté, et eux vous donneront leur avis. Mais quand c'est pour vous défouler de choses toxiques que vous avez en vous parce que votre patron par exemple, ou votre patronne est quelqu'un éminemment toxique, ou votre ex et tout ça, et que c'est du quotidien, pour cette hygiène, voilà, pour cette hygiène quotidienne, émotionnelle, eh bien, il n'y a rien de mieux que de le faire soi-même. C'est-à-dire de vous parler à vous-même et de vous parler avec le dictaphone, voilà, c'est le mot que je cherchais, de votre téléphone. Donc ça peut être bien. Faites-le pour, ça peut être un de vos besoins d'avoir à vous exprimer. Voilà, parce que souvent les gens s'expriment, enfin quand on est dans cet état-là, je dis les gens, moi-même je me mets dans cette acceptation des gens, c'est-à-dire on peut avoir besoin de parler, pour s'écouter parler, ou pour arriver à démêler un problème, eh bien vous pouvez très bien le faire vous-même, puisque l'autre à ce moment-là est là, vous l'utilisez en fait en faisant ça uniquement pour vous écouter parler. Et ben dans ce cas-là, soyez-en conscient et parlez pour vous-même, mais ainsi vous n'embêterez personne. Et par contre, vous pouvez aller voir vos amis quand vous avez vraiment des questions à leur poser, ou que vous pouvez faire un petit point sur la situation. Voilà. Et puis à ce moment-là, vous leur demandez aussi comment eux vont, sans vouloir absolument leur trouver des problèmes et leur rendre l'appareil en disant ah oui, là je pense que tu as tel problème, moi je pense que tu devrais faire ça, etc. Parce que souvent, ça c'est un des biais aussi, allez les voir simplement comme un ami ou comme une amie. Vous échangez certaines choses et puis tout ce qui est vraiment du domaine extrêmement toxique et de l'hygiène quotidienne émotionnelle, eh bien faites-le vous-même. De même que vous pouvez vous-même commencer à méditer, c'est-à-dire en rentrant en vous-même, commencer à vous centrer sur votre respiration, à vous centrer sur qu'est-ce que je ressens finalement, ce qui n'arrive pas forcément dans la vie quotidienne, tant on est pollué et puis tant on est pris par le rythme de la vie avec tout ce qu'on a à faire. On n'a pas le temps en fait de se poser. Et le fait de se poser même 10 minutes, en étant guidé ou pas, hein, dans une méditation, guidé ou pas, eh bien ça permet, une fois qu'on s'est centré sur sa respiration, de découvrir nos émotions, ce qui n'arrivait pas forcément à notre conscience, parce que on est trop dans le je dois faire ça, faut que je fasse ça, dans toutes les tâches en fait du quotidien, et donc on n'arrive pas, même pas à savoir ce qu'on ressent, et que c'est notre corps qui est obligé de nous parler en tombant malade. Voilà. Donc quoi faire? Donc je l'ai dit, le cahier journal à destination de la justice, enfin destination finale. Vous n'êtes pas obligé de le montrer, alors faites-en une photocopie après de ce cahier journal, hein, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de le montrer à la justice, mais après vous pouvez vous en inspirer, voyez, en faisant un récit, pour savoir quand est-ce que ça a débuté, quand est-ce que ça a fini, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, en essayant de trouver des phases, etc. Alors,
pourquoi il faut absolument que vous soyez bien et pourquoi je parle de l'hygiène émotionnelle? Parce que lorsque vous êtes bien, vous pouvez parler de ce qui s'est passé en étant détaché. Et il y a deux choses qui vont vous aider, en tout cas deux choses extrêmement importantes qui peuvent vous aider quand vous êtes en état de crise ou que vous avez absolument besoin d'aide. Eh bien, c'est l'hygiène émotionnelle en vous parlant à vous-même par le dictaphone, et puis la thérapie avec un thérapeute, et puis la méditation, c'est-à-dire une méthode pour rentrer en soi et se calmer intérieurement. Parce que souvent, quand on a été victime, on n'a pas encore fait toutes ces étapes du deuil, on ne les a pas passées, donc on peut être dans une colère, ou alors dans les regrets, et être à deux doigts justement de se dire, bon, on s'est peut-être trompé, c'était peut-être pas un pervers finalement, elle était peut-être pas perverse, et de retomber dans les filets. Donc, pour ne pas retomber, rentrez en vous, trouvez un bon thérapeute et ayez une hygiène émotionnelle. Voilà, rentrez en vous, c'est-à-dire faites de la méditation pour vous calmer intérieurement. Vous allez voir qu'en une semaine, le sommeil est amélioré, l'endormissement aussi, et vous allez avoir un rythme beaucoup plus calme. Vous ferez les choses, toutes les choses que vous avez besoin de faire dans votre vie quotidienne. Vous arriverez très bien à les faire, mais en étant calme et pas dans la précipitation. Vous pourrez être dans la vitesse à certains moments parce qu'il faudra accélérer le rythme, ok, mais vous saurez aussi le ralentir à d'autres moments. Donc méditer le plus possible, c'est un moyen. De toute façon, vous serez obligé de passer par là. Sinon, si vous ne restez pas dans la méditation ou dans une autre technique comme vous voyez le tai chi, les yogas, il y a les yogas des sons aussi, il y a toutes sortes de yogas. Il y a le yoga postural et toutes sortes, voilà, il y a toutes sortes de méditations aussi qui sont possibles. Si vous n'apprenez pas à rentrer en vous, vous risquez d'être prisonnière de un cercle infernal en fait, où vous ne sortirez pas d'une de ces émotions du deuil. Et en restant avec des personnes qui justement vous tirent vers le bas, ou parce que vous êtes obligé par exemple en étant dans un emploi où vous avez telle et telle personne qui sont vraiment très difficiles à supporter. Donc ça ajoute aux agressions que vous avez subies et vous risquez de ne pas pouvoir en sortir. Donc il vaut mieux même avoir des moments de solitude, se les prendre, ces petits moments de solitude, ils sont pour vous, sont des cadeaux, ce ne sont pas des souffrances, ce sont des cadeaux. Donc rentrez en vous pour pouvoir être plus calme, parce que lorsque vous parlerez devant les tribunaux, devant votre avocat, il faut absolument que vous soyez calme, que vous sachiez très bien où vous en êtes dans votre vie. Ok, j'étais victime. Maintenant, je décide de plus l'être. Et c'est parce que je ne veux plus être victime, parce que je me suis rebellée, que la violence a augmenté. La violence morale, la violence, toutes les violences que vous voulez. Et qu'actuellement, voilà ce qui se passe. Moi, actuellement, je vais essayer de protéger mes enfants, essayer d'être solide moi-même, me découvrir, retrouver ou construire ma mère intérieure pour avoir cet amour de moi-même, m'estimer, travailler à mon estime de moi-même avec une thérapie. Ça peut être une thérapie comportementale, une thérapie de soutien psychologique. Ayez cette hygiène émotionnelle, mais gardez votre calme. Pour les personnes qui sont trop, un petit peu, qui vont dans tous les sens parce qu'elles n'arrivent pas à garder leur calme, elles sont dans la rébellion, elles essaient absolument d'en parler à tout le monde. Ces personnes-là peuvent effrayer les autres, voyez, peuvent effrayer les autres qui sont victimes comme elles aussi, ou qui n'en sont pas à ce point-là. Et c'est donc néfaste, pouvait être toxique pour les autres. Donc ayez cette hygiène émotionnelle par une thérapie, avec un dictaphone. Et si vous êtes trop dans la nervosité, faites du sport. Moi, je ne vois pas mieux que le sport pour vraiment vous défouler. Et quand on est en dépression, on n'a pas les limites de son corps, on ne sait plus où est son corps, on est engourdi, endormi. Le corps est endormi. Donc même justement en période de dépression,
le sport vous fera énormément de bien. Prenez un sport qui soit gai, qui soit joyeux. Ça peut être de la danse, ça peut être quelque chose où vous voyez des gens ou des musiques, où vous pouvez faire du sport sur des musiques joyeuses, etc. Voilà, si vous êtes en dépression. Sinon, faites quelque chose pour vous défouler. Donc, vos piliers à vous, pour vous aider, si vous êtes en état de crise, en période de crise, en période où vous pouvez très bien retomber, etc., le sport, donc une activité physique, mais pour vous défouler, le sport, prenez le sport qui vous plaît le mieux, quitte à en changer plusieurs fois, peu importe. Prenez celui qui vous convient aujourd'hui. À un moment donné, on peut changer justement au fil du temps. Le retour en soi en méditant énormément, et ça va vous permettre d'avoir un rythme plus calme, de pouvoir faire les choses de manière plus posée et de pouvoir expliquer plus posément ce qui vous est arrivé. Ensuite, utilisez votre dictaphone pour votre hygiène émotionnelle. Lorsque vous êtes énervé contre quelqu'un, remonté, ou même contre votre conjoint, combien même il ne serait pas pervers narcissique ou elle ne serait pas perverse narcissique, mais ça peut être mieux plutôt que de lui sortir à la figure toutes ces choses pour vous défouler, ou même sur les enfants, alors que vous pouvez très bien avoir une hygiène émotionnelle par vous-même. Donc utilisez aussi ces petites astuces d'hygiène émotionnelle. Donc voilà, je vois ces 3 piliers. Et la thérapie. La thérapie, alors plusieurs sortes de thérapies. Comme je vous ai dit, ça peut être le yoga des sons, la thérapie comportementale, toutes sortes de thérapies avec un psychologue, les groupes de parole. Voilà, essayez de trouver toutes ces choses-là pour vous sentir mieux. Créez-vous des repères. Des repères, par exemple, le week-end, quand j'ai pas les enfants, je vais faire ça. Pour ne pas être perdu quand vous n'avez pas vos enfants, par exemple. Et puis, quand vous avez vos enfants, créez aussi des rituels et créez-en pour vous. Par exemple, l'histoire du soir, ils sont petits. Ou d'autres choses. Allez-y dans votre inventivité. Moi, je vous dis ce que j'ai en tête, mais voilà. Créez-vous des rituels parce que ça vous permet, quand on est perdu, ça permet de se reprendre quand on est perdu, voilà, quand on ne sait plus. Ça vous permet d'avoir des repères dans la vie. Dites-vous, une fois par mois, je vais au resto avec des potes, avec des copains, des copines, avec ma meilleure amie, mon meilleur ami. Voilà, voyez, des choses comme ça. Ou si je peux pas, je sais pas, une fois par mois, je vais manger chez mes parents. Je sais pas, moi. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, plusieurs choses qui vous font du bien. Créez-vous des rituels. Créez-vous une discipline aussi. C'est une discipline qui peut être difficile, mais qui vous permet de vous remettre sur les rails. C'est-à-dire, soyez votre père intérieur, en gros. La discipline, c'est le père au niveau symbolique. Donc, soyez votre père intérieur, c'est-à-dire, dites-vous, non, là, c'est pas bon. C'est pas bon, j'arrête pas de ressasser, j'arrête pas de penser sans arrêt et d'écouter des vidéos sur la perversion narcissique. Non, stop. Je me dis pas plus de une demi-heure par jour. Et que ce soit des personnes qui me tirent vers le haut, par exemple. Et pas le contraire. Donc, voyez, créez-vous une discipline. Ça peut être une discipline aussi pour la nourriture. Une discipline pour le corps. Par exemple, au niveau du sport. Une discipline, ça peut être en même temps la méditation, puisque la méditation est à la fois un bienfait, à la fois une discipline. C'est une discipline de vie, c'est un mode de vie. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, pour la justice, créez-vous ce fameux cahier journal en essayant de vous remémorer tout ce qui s'est passé, même si c'est difficile, et ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas. Vous avancez millimètre par millimètre, bien, c'est pas grave, vous avancez. L'important, c'est de ne pas stagner et de ne pas tomber dans le désespoir, l'amertume. Et que si jamais vous tombez, ne vous en voulez pas. Faites-vous une petite liste de tout ce qui peut vous remonter quand vous êtes mal. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, manger un bonbon. Ça peut être parler à un ami. Ça peut être aller marcher dans la forêt. Ça peut être écouter telle musique, parce que
toujours elle vous booste ou elle vous fait du bien. Ça peut être vous regardez un mélo, un film, vous regardez tel film. Trouvez vos petites astuces à vous. D'accord? Vous les trouvez sur un cahier qui peut être le cahier du mieux-être ou le cahier du bien-être. Et hop, dès que vous allez mal, eh ben, faites ça. Voyez? C'est-à-dire qu'en gros, il faut que vous appreniez à vous prendre en main. Voilà. Vous êtes vous êtes le pilote dans l'avion, déjà dans cette famille. Si vous avez des enfants, vous êtes le pilote dans l'avion, mais vous êtes le pilote dans votre vie. C'est vous qui pilotez. Personne ne va vous prendre en charge, personne ne va vous dire il faut faire comme ça, et personne ne doit vous dire comment vous devez penser. Moi, tout ce que je vous dis, c'est uniquement pour vous aider, mais c'est uniquement dans le but de semer des graines, si elles peuvent vous être utiles. Mais je ne veux pas être celle par qui vous n'allez voir que par cette personne, ou alors être complètement addict à des vidéos. C'est vous qui décidez, c'est vous le pilote. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous sera vraiment été utile. Moi, j'aurais aimé, à mon époque, lorsque ça s'est passé, Internet n'existait pas. Et je n'avais pas de moyens. Et donc, évidemment, c'est un condensé de tous les travers que j'ai pu avoir. Et je ne voudrais pas que ça soit perdu. C'est ce pourquoi je vous les transmets. Et aussi parce qu'on m'a posé la question. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si elle vous a plu, parce que moi, ça me fera du bien, ça me donnera du courage pour continuer. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est vous le pilote ou la pilote dans l'avion, dans votre vie. Et vous êtes en train de construire des piliers et vous allez devenir cette personne extrêmement solide. Parce que vous le devenez chaque jour. Voilà, à très bientôt pour une prochaine.